Здравствуйте. Ну что же, мы с вами здесь не случайно. Нас любезно пригласил интернет-канал ТВ, потому что здесь проходят ежедневные прямые эфиры в рамках открытой интернет-ТВ-студии. Все это называется Live TV. А днем проводится открытый образовательный канал, в котором молодые люди, школьники, студенты будут говорить на родном и на иностранном языке о том, как они видят мир, о том, что интересного они находят вокруг себя в этом мире, ну и, конечно, обмениваться впечатлениями. И сегодня вот у нас такой первый эфир. Я думаю, он очень интересен, потому что у нас сегодня гость, с которым есть о чем поговорить. Гость этот уже стал известен в последние буквально 10 дней, стал медийным лицом. Поэтому я думаю, обменяться мнениями, впечатлениями и поговорить при этом и на французском, и на русском языках было бы очень интересно, поскольку гость наш говорит на русском языке. Давайте я его сначала представлю, конечно. Это Ксавье Фор, воздухоплаватель из Франции, который вот уже в течение месяца живет в Кунгуре и имеет планы, о которых он расскажет чуть позже. А здесь вы, наши школьники, представители школы номер 22 с углубленным изучением иностранных языков, Женя Сарксян, Андрей Денисов, и Давид Каджай. Bonjour. И я думаю, что можно начать наш разговор, и начинаем мы на французском языке. Я думаю, будет уместно познакомиться поближе с нашим гостем. Donc, je vous propose de parler français. Bon, voilà. D'accord. Je voudrais commencer si vous voulez. Je voudrais poser une question. Est-ce que vous pouvez vous présenter et raconter ce que vous faites dans la vie, ce qui vous intéresse? Voilà. Bonjour alors à tous. Je suis Xavier Faure, je viens de France. Là, en France, je travaillais dans les entreprises de montgolfières, où on fait les baptêmes de montgolfières. On vole de mars à octobre, quand la météo le permet. Et c'est des montgolfières qui peuvent emporter au moins 10 personnes en général. C'est mon activité principale depuis 10 ans. À côté, j'aime m'intéresser à d'autres choses. J'aime bien la nature, donc j'ai fait des études en agriculture biologique. J'aime bien les arts, donc j'ai fait des études, un diplôme professionnel en sérigraphie. J'ai une formation en électrochimie à l'école, au lycée. Et je m'intéresse à toutes les sciences en général, à l'histoire, à la Russie en particulier, les films. Je regarde toujours mes films en VO, que ce soit en anglais ou en russe, en version originale. J'aime les livres, mais j'ai pas le temps beaucoup de lire, malheureusement. Et j'aime rencontrer mes amis et rencontrer des gens pour partager les expériences. Excusez-moi, et quelles autres langues étrangères vous connaissez? Alors, je parle anglais mieux que le russe, parce que l'anglais est plus facile. Et puis, j'ai fait un petit peu d'arabe, parce que j'étais travaillé au Maroc, mais vraiment les mots de base pour arriver à bonjour, au revoir, vous trouvez etc. l'arabe plus difficile que russe ou c'est le même? Oui, l'arabe, c'est vraiment quelques mots appris par cœur, les mots de base. Le lire, c'est pas possible. Mais non, le russe, c'est quand même beaucoup plus facile. Et maintenant, vous habitez en Russie. Et vous êtes en Russie. Je sais que vous habitez maintenant en Kungur. Et pourquoi vous avez déménagé? Et quelles sont les idées principales que vous... Pourquoi? Voilà, c'est ma question.
Koungour est une très jolie petite ville. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a un centre historique intéressant et il y a le club de montgolfière qui est très actif. J'ai participé au Nibiesna Yarmark cet été et je suis tombé amoureux de cette ville. J'aime bien les petites villes parce que la nature est très proche et qu'il n'y a pas d'embouteillage. D'accord. Et voilà, j'ai eu l'occasion de connaître l'Oural grâce à une amie russe que j'ai rencontrée dans ma ville natale à Reims, Daria Guissot, et qui représente la ville de Perm à Bruxelles et qui m'a souvent parlé de l'Oural. Et j'avais voulu venir en Russie et comme j'ai rencontré des amis à Koungour cet été, j'ai décidé de venir à Koungour parce que ailleurs je ne connaissais personne. Ah, mais excusez-moi, qu'est-ce que vous avez aimé à Koungour le plus? Le côté un peu sauvage autour La de nature. Koungour, La très nature. proche. La nature. C'est très très beau et les églises sont magnifiques. Les églises. Les rivières qui passent à l'intérieur de la ville, Ouais. c'est vraiment magnifique. Mais surtout cet hiver avec la neige, on peut traverser à pied. C'est la première fois de ma vie que je peux marcher sur une rivière. exotique. C'est très Ouais. exotique. Et surtout, les gens sont très très chaleureux et très gentils. En tout cas, mes amis que j'ai là-haut sont vraiment des gens qui sont disponibles et qui sont tout le temps prêts à s'aider les uns les autres. C'est vraiment très important pour moi. C'est quelque chose Le côté humain. voilà, c'est quelque chose qui manque en France en ce moment. On est la patrie un petit peu de l'individualisme et maintenant c'est de trop. C'est bien un petit peu De d'individualité. retrouver de ce qu'on appelle l'hospitalité russe. Voilà, l'hospitalité russe, très très importante. Et moi je sais que vous voudriez bien découvrir Koungour aux touristes étrangers peut-être. Alors, Oui. qu'est-ce qui vous semble intéressant de montrer aux touristes étrangers à Koungour? Il y a pour l'instant, il y a tout le patrimoine historique. Il y a beaucoup de vieux bâtiments qui ont une histoire. Il y a les grottes des stalagmites et des stalactites, où il y a toujours de la glace, même en été. Il y a des parcours autour de promenades naturelles. Et une grande piscine, les rivières dans lesquelles on peut se baigner, pêcher. Vraiment, il y a beaucoup encore d'autres choses à faire, mais il y a beaucoup à construire. Mais il y a un fort potentiel de développement à Koungour et qui pourrait être lié avec l'environnement et l'écologie. Mais avez-vous dans vos projets de déménager à Perm quelque chose? Perm me plaît beaucoup. J'ai bien aimé ce matin venir depuis le bus, traverser la Komsomolskaya Prospekt et voir tous les bâtiments qu'il y avait. Mais vivre dans une grande ville, c'est trop dur pour moi. J'ai vécu très longtemps dans les grandes villes et maintenant je peux plus supporter. Venir travailler me pose pas de problème, même rester 3-4 jours dans Perm, ça va. Mais après j'ai besoin de retrouver Koungour. J'étais à Moscou. Voilà, j'étais à Moscou. Provinciale. J'étais à Moscou pour la télé et après l'enregistrement, je n'avais qu'une seule envie, c'était retrouver Koungour. Et vous avez dit que les gens à Koungour sont chaleureux. Est-ce qu'il y a une différence entre les gens russes et les gens français? Dans la mentalité. Oui, la mentalité. Oui, la mentalité, en tout cas envers moi qui suis étranger et français, est très différente. Elle est très curieuse. Les gens sont
sont contents que j'ai choisi d'aller à Koungour, sont fiers qu'on ait choisi leur ville. Les gens aiment leur région, ils aiment leur ville, ils aiment là où ils habitent et ils aiment partager avec les autres. En France, les gens aiment leur région, mais ce qu'on trouve toujours en France quand même. On trouve l'accueil aussi, mais c'est plus distant, plus froid. Alors ma question elle est donc logique. Je voudrais bien vous poser une question sur ce qu'on appelle le caractère national. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez distinguer quelques traits du caractère national français-russe, voilà. Ou bien c'est toujours difficile de généraliser? Non. Non. C'est le trait patriotique russe est très très fort. Le patriotisme. Voilà, très 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 fort. Ça n'existe plus chez nous que dans certaines couches ou que dans certains groupes de personnes et que je trouve sont pas représentent pas bien la France. Et les gens qui sont en général très patriotes sont plutôt, en fait, nous on a plutôt les nationalistes. Et je trouve qu'ils représentent pas bien alors vous voyez l'image la différence de la France, entre le patriotisme et bien sûr c'est deux choses différentes. Et le nationalisme. C'est deux choses différentes. Et chez nous, c'est pas possible de mettre un drapeau français dans sa voiture, sur soi. Et sinon, on va avoir des problèmes, on peut se faire taper dessus que ça soit par des Français ou peut-être avoir des problèmes si on va dans une banlieue où il y a eu beaucoup d'immigration. On a eu en France, voilà, notre président s'excuse pour plein de choses, même des choses qui n'ont pas existé, qu'on aurait fait à nos anciennes colonies. Donc les gens qui viennent des anciennes colonies vivent en France. Et on leur a toujours dit que voilà, les Français avaient colonisé leur pays et c'était très mal. Et ils vivent dans une forme de schizophrénie, de dire voilà, les Français ils nous ont colonisés, c'est des mauvais gens. Donc ils vivent chez nous, ils sont français parce qu'ils sont nés français, mais ils n'aiment pas la France. Et les Français n'aiment plus la France parce que on a fait que du mal tout autour de nous, ce qui n'est pas vrai. Et donc du coup, c'est très très dur le patriotisme parce que patriote en France, c'est associé aux nationalistes et au fascisme très rapidement. Et de fait, les gens qui sont nationalistes sont tout de suite fascisants. C'est dommage, ils représentent pas bien du tout le patriotisme était une idée de gauche, de Jean Jaurès au moins, et c'est devenu maintenant quelque chose de honteux. On n'a plus le droit de défendre son pays. En Russie, je sais que 70% des Russes seraient prêts à donner leur vie pour défendre leur pays. En France, si on a 5% de personnes qui seraient prêtes à défendre leur pays... 5% seulement. 5%, le dernier sondage a été à 7%. Et en ce qui concerne le nationalisme, vous savez qu'à Moscou, l'année passée, il y avait les bagarres, voilà. Il y avait beaucoup des gens... Beaucoup d'incidents. Oui, beaucoup d'accidents. Voilà. Je crois qu'à Moscou, la situation est aussi en danger parce qu'il y a trop d'immigrants. Et quand j'ai vu les nouvelles, il y avait seulement les gens de la nationalité caucasienne, de Caucase. Voilà. Alors ça c'est actuel. Ça veut dire que dans les grandes villes du monde contemporain ont les mêmes problèmes. Voilà, ils attirent même les gens du monde entier, du monde. Alors, ce qui provoque le conflit basé sur les idées du nationalisme. Voilà. Et en ce qui concerne de la langue russe, je sais bien que vous lisez en russe. Et quels sont vos écrivains, vos auteurs préférés? Mon auteur préféré au-dessus de tous, c'est Bulgakov. Pourquoi Bulgakov? Qu'est-ce qui attire? Il a un côté réaliste et cynique, et il tourne tout en dérision.
Même une période qui était très, très dure pour lui, parce qu'il Ah oui, oui. il était d'une classe sociale qui a souffert de la Révolution, et il comprenait pas le monde dans lequel il était à ce moment-là. Il comprenait plus, tout était en transformation, mais il était obligé de vivre là, et il avait malgré tout la faculté de pouvoir pointer les défaillances du nouveau système et ses aberrations, et de tourner ça en quelque chose de drôle. Et c'est très russe. C'est très très russe. Vous trouvez que c'est russe. Et je sais, vous avez commencé à lire ces livres en français. Oui. Et maintenant, il vous arrive de lire en russe? J'ai les éditions bilingues où il y a les deux. Bilingue. Ouais. Et à votre avis, quelles sont les plus grandes difficultés dans la langue russe Pour comprendre les livres. Les verbes ou les adjectifs, comme ça. C'est le plus dur, c'est les idiomes. c'est le nombre de verbes, qui est très très important. Et après, c'est le sens des phrases qui changent avec les déclinaisons. Les déclinaisons, c'est aussi quand même compliqué. Voilà. Et il y a encore les proverbes qui sont très difficiles. C'est Très dur. oui, c'est dur Les proverbes de comprendre en France. Non, je trouve pas en fait. Quand on me dit Grammatiques. comprendre le proverbe, si on me dit un proverbe, ça me fait souvent rire, même si je comprends pas vraiment tous les mots ou le sens. Je comprends le sens implicite d'une façon. Oh oui, Je sais sentir le proverbe, et je trouve pas que c'est dur, les proverbes russes. Il y en a beaucoup, mais je les trouve pas durs. J'arrive toujours à comprendre quand je discute avec des gens qui parlent d'un proverbe que je n'ai jamais entendu. J'arrive à la comprendre et à rire. Pour moi, le plus dur, c'est vrai, c'est le nombre de verbes. Il y a, pour dire la même chose, il y a 4-5 verbes, plus les constructions grammaticales, des déclinaisons qui sont très très riches. Donc le premier c'était Bulgakov, et les autres auteurs? Le premier, c'était Bulgakov. J'ai beaucoup aimé Gorky. Gorky. C'est quoi comme livre de Gorky? La mer. La mer. J'ai beaucoup aimé Gorky. J'ai lu un peu Gogol, un peu Tolstoï. Solzhenitsyn aussi un petit peu. Vous avez beaucoup lu. Oui. J'ai lu un livre ou deux de chaque auteur parfois. Après, on a étudié à l'école Lermontov, Akhmatova. Akhmatova. En russe ou bien en français? En russe. Les poèmes. Oui, Vous connaissez les quelques... poèmes. Vous pouvez citer? J'ai une très mauvaise mémoire des poèmes, mais je peux jamais citer, je n'arrive pas, mais j'ai lu. Oui, nous avons étudié en tout cas les poèmes. Et puis bon, c'est les principaux. Il y a Melnikov Petyorsky aussi, en français. Nagarar. Nagarar, c'est Vliesou que j'ai, qui est énorme. Et si on parle des écrivains français, vous avez quelques préférences? Et vous aussi? Nous Voilà, non, je pose d'abord la question à notre invité. J'aime. Ou bien vous donc, pouvez conseiller quelqu'un? Moi j'ai bien aimé Jules Vallès, Jules Verne aussi. Après, des écrivains français, il y en a beaucoup. Contemporains, non? Je suis pas grands très classiques, contemporain, oui. en fait. Parce que j'aime beaucoup les livres d'histoire, et en fait j'ai beaucoup lu d'histoire aussi. J'ai lu même aussi Lénine, Victor Serge. J'ai lu sur la Révolution russe beaucoup. Donc il y a des écrivains un peu de tout, et sur les écrivains contemporains français, je lis. Non, je ne lis pas beaucoup. Ou alors c'est des livres qui traitent de l'histoire ou de l'économie.
Je sais qu'en Russie, il y a le problème, et je crois que c'est partout, que seulement 15% de la population lit les livres. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et en France, est-ce que c'est pareil ou pas? Parce que je crois que c'est la culture des gens, elle diminue, et elle diminue vraiment. Qu'est-ce que les livres donnent à nous? Et est-ce que vous avez lu à l'école ou quand vous étiez un enfant? Voilà, comme ça. Alors, c'est vrai qu'en France, les gens lisent, à mon avis, moins. En tout cas, les livres, ça s'adresse à une catégorie de personnes qui a un peu le temps et les moyens, et dont il y a déjà de la culture dans la famille. C'est très rare de trouver des couches ouvrières qui lisent beaucoup. Donc avec les nouveaux objets informatiques, c'est encore moins de lecture. Mais je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui reprennent à lire, même si c'est des romans un petit peu qui sont un peu voilà, sans beaucoup de consistance, des romans fleuves. Et moi, les livres m'ont apporté beaucoup. J'ai lu à l'école un petit peu, mais on était obligé, forcé, donc c'était pas très enrichissant. Mais après, j'ai eu des amis où on se retrouvait pour parler des livres. C'était un peu un cercle politique. Donc on lisait les livres et on parlait après des livres qu'on avait lus ensemble, on partageait. Donc on s'échangeait après les livres. Et j'ai beaucoup appris comme ça la vie que les gens avaient avant, la vie de différentes couches sociales dans lesquelles on n'a pas l'habitude de vivre. On apprend la vie de beaucoup de gens. Et ça fait rêver, les livres. On se crée les images. J'ai beaucoup aimé 1984 de George Orwell. Et j'ai vu le film, et le film est vraiment comme le livre, quoi. Si, et vraiment, c'est presque plan pour plan, c'est vraiment. Et c'est très rare d'avoir. Le titre du film, c'est 1984. Ah, 1984. Et aussi Le meilleur des mondes de Huxley. Et voilà, et j'aime beaucoup les romans, enfin la science-fiction sociale. Et ça fait rêver, ça fait travailler l'imagination. Je pense que c'est important. Mais quand on parlait de l'éducation de notre temps et de votre temps, comment vous trouvez l'école maintenant et comment vous trouvez votre école? Est-ce que vous avez trouvé de la différence entre l'école française et russe? L'éducation en général, peut-être. Parce que les systèmes sont très différents. J'avais peur que l'école russe ait perdu avec la fin de l'URSS. Quand j'étais venu en URSS, le niveau était très fort. Le niveau d'enseignement? Oui, le niveau d'enseignement, et surtout les élèves étaient très forts. Même les élèves où les parents gagnaient 200 roubles par mois, ça ne dépendait pas du niveau social. Tout, voilà. Alors qu'en France, ça dépendait du niveau social surtout. Et voilà, et c'était très fort. J'avais peur que le niveau ait baissé avec le changement de régime, et le niveau est quand même beaucoup plus fort que chez nous. L'enseignement est plus pratique pour les élèves. En France, non, ici. Pour les élèves, plus pratique et plus poussé, voilà. Les choses importantes sont commencées de bonne heure et sont maîtrisées par les enfants, par les élèves. Давайте попробуем сейчас по-русски немножко говорить, потому что я знаю, что Ксавье говорит по-русски. Дадим ему возможность попрактиковать свой русский язык. Ксавье, итак, самое сложное в русском языке для вас в изучении? Самое трудное, самое сложное в русском языке на сегодняшний день?
Что самое трудное? Глаголы. Глаголы. Да. А что, спряжение глаголов? И потом подъезд. Да, многие глаголы в русский язык. И трудно все помнить. И каждый день за один идея я изучаю другой глагол каждый день. А каждый день вы открываете что-то новое? За один сам идея. Ага. Есть другой глагол. Много синонимов. То есть Много Синонимов, синонимов. да. Это сложности, да, вызывает. Но вот, а вы уже месяц живете в Кунгуре, в России. За это время как-то вы в себе чувствуете словарь русского языка, который обогатился? Обогатился ли он? Сначала было трудно по-русски, а я изучал, а потом был лучше. Ну, я сейчас на такой момент, это заново трудно. снова трудно. Снова трудно. А вот если мы заговорили о школах, как вы познакомились с нашей школой, с 22-й, и как вы с нами связались, и мы сейчас имеем вот такую возможность разговаривать с вами? Школа 22 это школа, где учился моя подруга Дарья Гисо, и которая я встретил во Франции. И вот как я узнал эту школу. Сейчас я вижу, что вы хорошо по-французски говорите все. Лучше, чем французы, которые изучают русский язык. Приятно слышать, на самом деле. Да. И я очень рад, можно с вами рассказать. На родном языке. Да. На двух языках вообще мы сейчас можем говорить. Да. Кстати, еще на английском, да, при желании вы можете пообщаться. На английский. Попробуйте на английском поговорить. Здесь я немножечко Это... из разговора выпадаю. Алло. Давай, Давид. And talking about Perm, how do you find Perm, and did you see different interesting places in Perm, like museums, theaters, or some historic places? So at this moment You haven't seen anything yet. I haven't anything seen of Perm. But you'll have to. I have to. Yes, I want to go to museum and to different places. I know you have many theaters. I don't know. In fact, Perm is a very big city. 1 million people living here, approximately. So it's worth seeing. There are a lot of places, interesting places you can visit, you can see. So I think good luck. You can do it, and I hope our school will help you a lot in doing that. Thank you. So, I think I all my life to see Perm. Yep. Kungur is pretty close to us. Yes, a couple of hours on bus. Est-ce que je peux parler français? Voilà, pour moi c'est plus habituel et c'est plus simple. Oh non, j'ai oublié ma question. Donc, en hiver, en ce qui concerne de votre travail, de votre métier, vous êtes montgolfier. Est-ce que en hiver vous faites ça ou pas? C'est vraiment un métier un peu particulier, un peu exotique surtout pour nous. Pour nous, oui. Parce que c'est pas très répandu en Russie. C'est très intéressant, c'est très attrayant. En France, il est possible de voler en hiver dans les montagnes. J'ai fait 2 saisons dans les montagnes, dans les Alpes. En France. Les Alpes. Dans les Alpes.
Mais quand on travaille déjà toute l'année, l'hiver, bon, on a envie de se reposer. J'ai envie de me reposer et de faire autre chose. Parce que sinon, il faut encore que je déménage. Il faut préparer le déménagement. C'est pour 3 mois. Et après, il faut redéménager. C'est compliqué. Mais on peut voler toute l'année pratiquement sans problème. Là, les températures ici, une journée comme aujourd'hui, sans la neige, on pourrait voler sans problème. Mais il y a eu les dernières semaines où il faisait moins 30, donc c'est impossible. C'était moins 30, il faut pas, on peut pas voler, mais moins 10 encore, ça va, jusqu'à moins 10, moins 15. Et il y a beaucoup de contraintes quand même concernant la météo, la situation, le vent, il y a des contraintes, oui, la force du vent. Mais on a quand même, en France, on peut voler au moins 150 fois par an. 150 fois. Entre 120 et 150, on pourrait voler. Il y a même des endroits en France particuliers où ils arrivent à voler beaucoup plus. Donc il faut trouver le bon endroit pour pouvoir voler tout le temps, mais c'est une occupation qui prend beaucoup de temps et c'est bien aussi de pouvoir s'arrêter de temps en temps. Вы хотели бы продолжать свою профессию? Здесь вы будете заниматься воздухоплаванием? Да, я думаю, что это хорошо работать на выходной. Не постоянная работа, только временная? В России у вас еще нет клиентов. Если говорить о коммерческих полетах, да? Если да. А мы, как во Франции, не могут летать. Достаточно дорого, я знаю, полет на воздушном шаре. Это сегодня утром я слышала по радио о том, что полет стоит 12 тысяч от часа до 2. Il y a peu de monde, je crois, qui ont les salaires très hauts. Et je crois que 12 000 roubles, c'est une vol. Oui, pour une vol. Pour un vol, c'est pour un panier, c'est pour une nacelle. Oui, c'est 1 heure de vol, oui. Oui. Mais c'est le pétrole qui coûte cher, hein, oui. C'est pas le pétrole, c'est le gaz. C'est le gaz, voilà, c'est le gaz. C'est un petit, c'est tout, c'est un ensemble, c'est la toile. La toile. C'est la toile, оболочка. Дорогая. Это все дорогое. Ну, вот почему я интересна за туризм. Да, но я знаю, что просто в Кунгуре есть ведь школа воздухоплавания, вот ее инициатор, создатель это Андрей Вертипрах, да? Но вы не планируете там работать в этой школе? Да, если могу поделюсь опыты, будет хорошо. Mais quand vous-même, pourquoi vous deviendrez montgolfier et est-ce que les autres enfants, qu'est-ce qu'ils trouvent dans cette profession? Est-ce que vous pouvez expliquer quelque chose peut-être? C'est la profession qui est libre. On est dans l'air complètement libre. Il y a quelques romantiques spécialisés, oui. Peut-être, mais il y a beaucoup de contraintes, mais une fois qu'on est en l'air, c'est vraiment quelque chose d'unique. C'est impossible à raconter, il faut vraiment l'avoir fait au moins une fois pour le comprendre. Et c'est quelque chose qui fait rêver encore. Но вот с небес вернемся на землю, тем не менее. Да, а что касается, вот, конечно, жилья, работа это хорошо, а вот все равно жить всегда где-то надо. Так, где вы живете в Кунгуре, с кем и как с этим, как вы решили этот вопрос? Как вы нашли квартиру и... Сначала я сейчас в общежитии. Это дешево. Дешево? Сколько это? 100 евро в
месяца. 100 евро в месяц. Да. Это с питанием. Это комната в общежитии. Комната, да, вообще. А это удобство, комната, душ, ванная, это не в комнате? Нет. На этаже. На этаже. На этаже. Мгм. Ну вот, это очень интересно, потому что я могу встретить людей, я могу встретить А их там много вокруг? артисты, там Да. есть и мост строители, есть тоже, который работает на Ирене. Я могу много говорить о себе. и много понимать, как люди И вы живут. познакомитесь, наверное, с разными языковыми регистрами, общаясь с этими людьми, правда? Да. Стили языковые, я думаю, знаете, открывайте себя таким образом. А вот у меня сейчас немного такой личный вопрос. А у вас есть ли там дама сердца, подружка, девушка? Нет, не еще. Сейчас я очень занят Обустройство? Да. про документы. Ну да, оформление документов. Вот, и интервью тоже. Да, это очень утомительно, правда? И изучать, вот. Когда ситуация будет стабильная, Тогда уже будет можно. хорошо. Да, надо работать, квартира, а потом подружка. Да. Все верно. А вот если говорить о таких публичных темах, вот сейчас вот Жерар Депардье, он принял русское гражданство. Как вы относитесь к этому, как француз? Я подумал, что он копировал про меня. Взял пример, да? Да, я был впервые, я путешествовал на машине своей. Да, ведь вы совершили такое большое Вот. путешествие. На машине вы приехали Да, из Франции в Россию. Он только был пригласил. И уже получил паспорт, а уже вас получил. мучают с документами. Да. А как долго это еще продлится? История с документами. Документы. Да. Не знаю еще. Ну, Какие-то есть сроки? Вам Сейчас я разрешат собираю конкретно? документы, Мгм. а потом дать эта папка на УМФС. Ой, Да, УФМС. Да. А потом ждать. А правда, я слышала, что для того, чтобы получить российское гражданство, вы должны отказаться от французского гражданства. Это так? Вы не можете иметь двойное гражданство? Я не знаю, но я считал это. Ну, это не важно сейчас. Не важно. То есть, если придется отказаться от французского гражданства, вы это сделаете? Да, конечно, потому что, как я сказал, Это вам... ну, не, сейчас не патриот, но есть такой президент, называется на имя на другой стране, Голландия, президент во Франции. Вот это очень страшно для меня. И я не могу быть французский патриот во Франции, вот, что гражданство. Ну, вот мы вам желаем, чтобы история с документами не слишком затягивалась, чтобы в конце концов вы добились того, что задумали. И мы очень надеемся, что встретимся мы не только вот в прямом эфире на этом замечательном канале, но и в стенах нашей школы. Ребята, правда, в этом году уже заканчивают школу, но я думаю, что они еще будут иметь возможность с вами пообщаться поплотнее. Да, На двух языках. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Или на 3, да. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Всего Спасибо доброго, большое. хорошего дня. Спасибо.